Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Lévy, présentent En eau dangereuse de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin Cordoliani. Un homme et une femme, en pleine discussion, s'approchèrent du Ponte dei Lustraferi. Ils avaient l'air de souffrir tous deux de la chaleur en cette fin d'après-midi de juillet. La vaste riva était en effet sans merci pour les flâneurs, car la blancheur des pierres alliées au soleil réfléchissait sur leur visage la lumière des rayons. L'homme portait sur l'épaule une veste qu'il tenait par le passant cousue sur le col. La femme, blonde, aux cheveux attachés en queue de cheval, était vêtue d'un pantalon beige en lin et d'un léger chemisier blanc à manches longues pour se protéger du soleil. Ils s'arrêtèrent brusquement au pied du pont pour observer l'énorme bateau qui, amarré sur le Rio della Misericordia, empêchait les autres embarcations d'accéder au Rio dei Lustraferi, qui se situait perpendiculairement sur la droite. Une haie de panneaux en métal bloquait ce canal plus étroit et formait un barrage derrière lequel le niveau de l'eau s'était réduit de moitié. Cette baisse du niveau de l'eau faisait ressortir des coulées de boue et d'horribles dépôts de liquide noir huileux des deux côtés d'un large chenal s'étendant jusqu'au milieu du Rio obstrué. Une cinquantaine de mètres plus loin, un autre rideau de pales planches avait été planté dans la boue en vue de condamner le canal. Une barge flottante se trouvait de l'autre côté, surmontée d'une plateforme où se dressait une grue jaune qui déversait dans une benne la boue extraite du canal. Un souffle de vent soudain, provenant de la lagune, fit remonter une odeur nauséabonde sans perturber l'étendue de fluide visqueux. Le moteur diesel installé sur la barge aspirait l'eau restante avec force gémissement, et, à l'aide d'un énorme tuyau en plastique courant au-dessus des panneaux en métal, la rejetait dans le canal de l'autre côté de la barrière. « Oh Dio !» s'exclama la commissario Claudia Grifoni. « Je n'ai jamais vu une chose pareille. » Guido Brunetti, son ami et collègue, se tenait tel le vaillant Cortés fixant le Pacifique, le pied droit posé sur la première marche du pont. Captivé par ce spectacle, il s'écria à son tour. « Ça fait un bail que je n'ai pas vu quelque chose comme ça. » Grifoni éclata de rire. Je ne pensais pas qu'il procédait de cette façon. Elle gagna le sommet du pont pour avoir une meilleure vue sur la palée métallique. Brunetti la rejoignit. « Où peuvent-ils bien avoir trouvé l'argent pour ces travaux ?» s'enquit-il à voix haute. Il Gazzettino du jour avait publié un article sur les projets d'investissement qui avaient été revus à la baisse ou supprimés, faute de moyens financiers. Ce journal établissait la liste des victimes habituelles, les personnes âgées, les jeunes actifs, les résidents en quête de calme, les enseignants et même les pompiers. Au vu de cette situation, Brunetti se demanda comment le maire, le Deus ex machina, avait pu obtenir les fonds nécessaires au sein du budget municipal pour lancer cette initiative de nettoyage des canaux. Comme il est aimable, ce maire, quel beau geste pour le bas peuple, commenta Grifoni. Brunetti examina les canaux où s'étaient accumulées des décennies de fange et de détritus. La substance visqueuse et noire apparaissait juste au-dessous de la marque des marées hautes et s'épaississait au fur et à mesure que l'eau gagnait en profondeur. Le tout dégageait une odeur de pourriture insoutenable, qui évoquait celle des cadavres et emplit Brunetti presque autant de dégoût que d'horreur. « Ce projet lui correspond parfaitement », déclara-t-il. Malgré la puanteur, ils décidèrent de rester. Brunetti se remémora sa jeunesse où l'on curait régulièrement les canaux à la main et avec soin. Il se souvint des passerelles en bois construites de part et d'autre des canaux et de l'agilité toute féline avec laquelle les ouvriers les parcouraient, munis de leurs pelles et de leurs seaux. Un roulement de tonnerre retentit non loin d'eux. Ils se bouchèrent les oreilles et comprirent que ce bruit provenait du moteur de la grue.
La machine s'était bloquée au milieu du pont de l'embarcation, tel un monstre mis au repos. Ils aperçurent, à l'intérieur de la cabine en verre de la barge, un homme en salopette bleu foncé, une cigarette au coin de la bouche, qui actionnait des deux mains les boutons et les leviers situés devant lui. Recouvrant sa joie d'enfant, Brunetti s'émerveilla de cette vision et s'imagina exercer un tel métier, du genre ludique, certes, mais ô combien doté de puissance. Grifone y semblait tout autant subjugué que lui, même s'il doutait que cette profession puisse attirer sa collègue. Et il y avait peu de chances que la ville embauche un jour une napolitaine, handicap bien plus grave que celui d'être une femme. Sans échanger le moindre mot, ils passèrent de l'autre côté du pont et regardèrent les dents serrées du grappin se hisser au-dessus de la plateforme du bateau et sortir de l'eau en angle droit. On aurait dit une mâchoire d'acier noire et hideuse, aux dents acérées, qui replongeait lentement dans l'eau et disparut sous la superficie du canal. Sous les ordres du grutier, le grappin se déplaça imperceptiblement, marqua une pause, puis sembla s'agiter dans tous les sens sous l'eau avant de remonter à la surface. Au fur et à mesure qu'il brisait la superficie graisseuse, Brunetti voyait pendre au bout de ses dents des morceaux de plastique, de caoutchouc et de métal, tel un rottweiler de très grande taille en train d'avaler une écuelle de spaghettis. L'eau retombait en cascade dans le canal, puis la machine retournait à l'avant du bateau, déjà recouvert de monticules d'ordures souillées de boue. Elle s'immobilisa juste au-dessus de la pile de ces immondices fangeuses. Lentement, les mâchoires se décellèrent et leur contenu tourbeux vint s'écraser et s'ajouter au reste. L'ouvrier libéra les derniers fragments grâce à quelques manipulations, puis la mâchoire en métal recommença sa routine. Brunetti et Grifone n'avaient pas remarqué le second ouvrier debout sur la riva, tenant une pelle à la main. Dès que la grue replongeait dans l'eau, il montait sur une planche posée en travers de la barge afin d'aplanir le tas de débris en poussant sur les côtés les sacs en plastique pourris, remplis de bouteilles, et en écartant de ce monceau une radio hors d'usage, la roue d'une bicyclette et quelques autres objets trop abîmés pour être identifiés. Ils restèrent longtemps à regarder la scène, convaincu que seul l'autre pouvait comprendre le plaisir qu'il y avait à partager cette observation d'un engin au travail. Ni l'un ni l'autre ne soufflèrent mot, enveloppés d'une étrange intimité. Au bout de 10 minutes, le grutier se leva brusquement, descendit la courte échelle reliant sa cabine à la plateforme de la barge. Il se pencha attentivement au-dessus de l'eau, puis remonta à son tableau de commande et actionna un bouton qui atténua le bourdonnement du moteur. Il appela l'homme à la pelle et lui fit signe de le rejoindre sur la planche. Le bruit du moteur couvrait leur voix, mais le ton pressant du grutier se devinait à ses gestes. Brunetti fut frappé par le changement dans la posture et l'attitude des deux hommes. Le grutier aux commandes avait l'air précédemment d'être parfaitement à son aise, mais à présent, il semblait perplexe de retour dans sa cabine. Brunetti eut la nette sensation qu'il hésitait à continuer. « Faites que ce ne soit pas ce que je crois », songea Brunetti, qui ne voulait rien dire à Grifone, de crainte de passer pour un insensé. Il saisit la rampe métallique fixée le long du pont et nota que les jointures de ses doigts étaient devenues blanches. Celles de Grifone l'étaient aussi. Il se tourna vers son ami et remarqua à la fois la rigidité de son profil et la raideur de sa nuque. Le bruit du moteur s'amplifia. Grifone et Brunetti s'écartèrent tous deux du parapet et se figèrent dans l'attente de tout objet censé sortir du canal. Ils entendirent le changement de vitesse et la chaîne grincer à l'intérieur de sa solide boîte de protection. Le bras de la grue sortit de l'eau et les mâchoires remontèrent et émergèrent dans la lumière. Brunetti s'arma de courage pour affronter la vision imminente. Grifone, à ses côtés, était aussi hiératique qu'une statue. Le grappin hissa des eaux du canal à un réfrigérateur qui avait dû être blanc à une époque. De petite dimension, il serait tout juste arrivé à la taille de Brunetti si on l'avait installé dans une cuisine. La porte, suspendue à un seul gond, lui donnait l'allure d'un pauvre soldat revenu de la guerre. Brunetti et Grifone y se regardèrent avec soulagement.
C'est elle qui sourit la première, suivie de Brunetti, qui accompagna son sourire d'un haussement d'épaules. Ils tournèrent les talons et se mirent à descendre le pont.